Rencontre express entre les transporteurs et les représentants de l'État dans le conflit Autovision. Échec des négociations, le prix du contrôle technique des poids lourds reste toujours inchangé et le syndicat des transporteurs prendra sa décision pour la suite du mouvement d'ici demain. À la une également, le Congrès international des musulmans, Ahmadiyya à Londres, le président de l'Association des musulmans de Guyane s'y est rendu ce week-end pour parler paix et dialogue interreligieux. Et puis un peu de musique pour adoucir les mœurs, du jazz avec un artiste à découvrir, HB King, un Guyanais installé à Toulouse. Il sortira son album d'ici le 26 juillet à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bonsoir à tous, c'est ce que l'on appelle une réunion express, 3 minutes, c'est le temps qu'a duré la rencontre entre les transporteurs et les représentants de la préfecture cet après-midi. La proposition de baisse du prix du contrôle technique pour les poids lourds n'a même pas été abordée. On écoute les précisions du secrétaire général aux affaires régionales de la préfecture de Cayenne au micro de Jonathan Lariot. C'est dommage que ça tourne court comme ça, c'est dommage qu'on arrive à des réunions où il y a sans cesse de nouvelles revendications qui arrivent sur le tapis. Et que lorsqu'on propose des solutions, elles soient balayées d'une main. Là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On avait bien reçu un courrier de leur part qui faisait part de 5 revendications, dont une portée sur le prix. Il n'y a pas de secret. J'ai redit que l'État intervenait comme médiateur. Il n'avait pas à imposer à une entreprise, à savoir Autovision, des prix par rapport à un marché, à une situation économique. Avec Autovision, nous avons négocié une remise de 25% des tarifs, ce qui est énorme. C'est-à-dire que pour des contrôles à 180 € de poids lourd, on passait à 135 €. Je trouve que c'était raisonnable pour un contrôle technique complet et sécurisé et réglementaire par rapport aux anciens contrôles à 88 € qui étaient vraiment très légers. Ça ne les satisfait pas et ce point était pour eux rédhibitoire. C'est-à-dire que les 4 points sur lesquels nous avions travaillé tout le week-end et tout aujourd'hui, sur lesquels nous avions des réponses à leur apporter qui allaient dans leur sens des revendications, ils n'ont même pas été en mesure de les entendre puisqu'ils sont partis, ils ont choisi de quitter la salle. Donc voilà, encore une fois, l'État est un médiateur dans cette histoire-là. Si on ne peut pas aller plus loin, je constate et je regrette qu'on ne puisse pas aller plus loin. Mais moi, je continue à dire qu'il faut se mettre autour de la table. Il y a beaucoup de points à évoquer parce que les contrôles techniques poids lourds en Guyane, c'est quelque chose de nouveau. Le conflit reste donc toujours d'actualité puisque ce soir, on attend maintenant la décision des transporteurs. Pour rappel, les transporteurs qui avaient fortement perturbé la circulation la semaine dernière. Vendredi soir, ils annonçaient un autre mode d'action et on vient de l'apprendre. Les transporteurs ont prévu une conférence de presse demain après-midi à 17 h. Cette conférence de presse maintenant du collectif citoyen contre l'insécurité, ce matin, ils ont présenté leurs propositions pour lutter contre les actes de délinquance. Ils ont également acté la mise en place d'un comité de suivi qui va permettre de faire le lien avec la préfecture. Une réunion est d'ailleurs prévue d'ici la fin du mois d'août. On écoute le président du collectif au micro de Jonathan Lariot. Nous considérons que la population guyanaise vit un génocide par substitution. Telle violence dont nous n'avons pas demandé, qui ne dépend pas de la population guyanaise, on ne mérite pas ça. Les familles ne peuvent pas vivre dans la peur de façon permanente, quel que soit à leur domicile, à leur travail, dans les rues, un peu partout. Il faut que ça s'arrête. Alors c'est l'une des raisons. Donc plusieurs membres, on a décidé de créer ce comité pour pouvoir faire rappeler à l'État ses engagements parce que nous considérons que nous sommes un peu abandonnés. Il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités pour protéger la population guyanaise. Et nous avons rendez-vous le 23 de ce mois-ci avec monsieur le préfet afin qu'il puisse nous confirmer qu'est-ce qu'il a pris comme disposition exacte ou encore qu'est-ce que l'État a pris comme disposition pour pouvoir stopper ce phénomène. Nous, ce comité, nous sommes déjà un mouvement apolitique. Nous fédérons un peu toutes les associations socioprofessionnelles, les étudiants, les personnes âgées, femmes d'Ibout font partie des membres, un peu toute la population guyanaise, parce que c'est la population guyanaise aujourd'hui qui est victime de ce phénomène. Les obsèques d'Anthony Coquart seront célébrées ce mercredi 17 août à l'église de Fleury-Mérogis. Pour rappel, Anthony Coquart, c'est ce policier d'origine guyanaise qui a mis fin à ses jours le 1er août dernier avec son âme de service dans la région parisienne.
Je vous le disais en titre, donc ce week-end, l'imam de Guyane, Mohamed Bacharat, s'est rendu à Londres pour une réunion annuelle, le congrès de la communauté musulmane Ahmadiyya. Pendant 3 jours, les croyants de cette tendance ont pu écouter leur leader, le calife Mirza Masroor Ahmed, parler de paix et de communication interreligieuse. Voici le reportage de notre correspondant sur place, Alexandre Esco. L'imam de Guyane, M. Mohamed Bacharat, était présent ce week-end en Angleterre à la Jalsa Salina, la réunion annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya, à laquelle il appartient. Puissante en Angleterre, la communauté Ahmadiyya reste malgré tout très minoritaire dans le monde musulman, où elle est considérée comme hérétique par les autres branches de l'islam. Très attentifs aux recommandations de leur leader, les croyants ont écouté le calife Mirza Masroor Ahmad, venu adresser un message de paix et de dialogue entre communautés dans un contexte de grande tension en Europe après les attentats de Paris, Bruxelles et Nice commis par les extrémistes de Daesh. Toutes les religions sont pacifiques. C'est la même chose avec les musulmans. Donc on devrait essayer de se respecter et de se tendre la main pour mettre fin à toutes ces brutalités. S'il ne fait aucun doute que l'islam condamne fermement le terrorisme djihadiste, il n'en demeure pas moins qu'en France, l'islam suscite une certaine méfiance sur les questions de la laïcité, de la séparation entre l'Église et l'État et de l'égalité entre hommes et femmes. Sur toutes ces questions, les musulmans ahmadis se veulent rassurants. L'islam est très clair à ce sujet, selon la communauté Ahmadiyya, que l'État en lui-même doit être laïque. Un État ne doit pas être religieux. C'est-à-dire les hommes qui sont dans cet État, qui gèrent l'administration d'un État, peuvent être des hommes de religion et de différentes religions. Mais l'État en elle-même ne doit pas être religieux, doit être laïque pour préserver les droits de toute personne qui vont y vivre sous cet État. Quant au voile, qui peut être perçu comme un signe ostentatoire de prosélytisme et d'asservissement, les musulmans ahmadis n'imposent rien. L'islam n'impose pas. Une femme ne veut pas se voiler, aucun homme sur cette terre a cette permission d'imposer cela sur cette femme, bien que ce soit sa femme. Ce que l'islam dit, c'est bien sûr vous pouvez mettre votre voile et ensuite faire tout ce que les femmes normales, je dirais entre guillemets, font dans la vie quotidienne, c'est-à-dire étudier, travailler, avoir des relations cordiales avec des hommes, mais ce qui ne veut pas dire que vous êtes complètement coupé du monde ou coupé du monde des hommes. Pour moi, le fait que je ne puisse pas porter mon voile quand je vais sur mon lieu de travail, c'est une certaine forme de, c'est-à-dire mon identité personnelle. Je dois faire une concession sur mon identité personnelle pour aller au travail, et je pense qu'au XXIe siècle, ça ne va pas. L'islam est toujours suspecté de ne pas vouloir s'intégrer à la culture française. À cela, les musulmans ahmadis répondent qu'ils sont respectueux de toutes les traditions, y compris les traditions du carnaval en Guyane, véritable patrimoine national, où là aussi le leader de leur communauté déclare ne rien vouloir imposer aux croyants. Le carnaval est un patrimoine et s'il doit être considéré en tant que patrimoine, il l'est. De là vient, chaque personne est libre d'y participer et il y a des musulmans qui y participent, que je connais, des amis qui sont là, qui y participent. Je réponds à mon titre personnel en disant que moi je ne participe pas et ça c'est mon choix personnel. Fonctionneront à double sens d'ici la rentrée en Guyane. C'est également le cas en Guadeloupe où la vitesse reste une cause importante de la mortalité sur les routes. Voici ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. On compte depuis le 31 juillet 41 personnes qui ont perdu la vie sur nos routes contre 22 à la même date en 2015. Une mortalité due à la vitesse excessive dans 30% des cas. Et pour cause, 6 radars fixes de contrôle de vitesse sur les 20 radars installés seront équipés de la fonction double sens dès la rentrée. Parmi eux, celui de la RN2 entre Bémao et Lamentin ou encore à la Riviera au Gosier, sans oublier le radar de la section Sainte-Marie à Capesterre-Bello. Ce système, homologué par le Laboratoire national d'essai, permettra de contrôler la vitesse des véhicules qui circulent sur 2 voies opposées. Des panneaux de signalisation ont déjà été installés sur chacun des axes contrôlés. Un nouveau système qui permettra sans doute de sauver des vies. Et voici maintenant un sport qui permet de faire monter l'adrénaline en toute sécurité. Le paintball, quelques amateurs ont pu s'y adonner à plusieurs parties dans le cadre de la fête de Saint-Laurent-du-Maroni ce week-end. Le reportage d'Elsa Gonzalez.
Casque, dorsale et armes en main, c'est parti sur le terrain. Une soixantaine d'enfants des quartiers de Saint-Laurent se livrent une bataille acharnée, le paintball, un jeu d'attaque qui demande de la stratégie et un esprit d'équipe. Être collectif, peut-être s'il y en a un qui n'a pas de balle et que lui, on va le protéger, mais il doit aller au milieu pour récupérer le drapeau. Ils arrivent quand même à travailler en équipe. Pour certains, il y a d'autres, c'est un peu l'affrontement, donc chacun fait à sa sauce. Mais il y a des équipes assez structurées. La finale de paintball s'est déroulée ce week-end lors de la fête patronale. Elle vient clôturer un championnat organisé dans le cadre des activités d'été mis en place par la mairie. Durant cette période, donc, on a animé des activités dans les différents quartiers. Donc, ce soit l'îlot gonflable avec du football. Casque, dorsale et armes en main, c'est parti sur le terrain. S'il y en a un qui n'a pas de balle et que lui, on va le protéger, mais il doit aller au milieu pour récupérer le drapeau. Ils arrivent quand même à travailler en équipe. Pour certains, il y a d'autres, c'est un peu l'affrontement, donc chacun fait à sa sauce. Mais il y a des équipes assez structurées. La finale de paintball s'est déroulée ce week-end lors de la fête patronale. Elle vient clôturer un championnat organisé dans le cadre des activités d'été mis en place par la mairie. Durant cette période, donc, on a animé des activités dans les différents quartiers. Donc, ce soit l'îlot gonflable avec du football, du paintball, comme aujourd'hui. Donc, on a fait la finale de l'îlot gonflable, il y avait du foot, du crazy airball et de la boxe. Donc, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, on fait la finalité du paintball. Donc, nous avons sélectionné 5 enfants par quartier. Donc, aujourd'hui, 12 quartiers représentés. Et aujourd'hui, c'est la finale. Après plusieurs heures d'affrontement, l'équipe gagnante est celle de culture avec plus ou moins de facilité. On n'est jamais sorti, on n'a jamais perdu en fait. Même quand je jouais à Balaté, on a remporté tous les victoires. C'était dit très facile. Pourquoi c'était facile? Parce que quand les tirs ils sortent dehors et puis c'est comme ça qu'on a rapporté le camp. Il y a moins de joueurs après et après. Quand il y a masse de joueurs, on peut le grapper puis on va de notre camp. On le ramène vers notre camp. Et on gagne. Chaque membre de l'équipe est reparti avec une médaille et une compilation de musique locale pour fêter ça. Il y a 11 ans, jour pour jour, un avion de la West Caribbean s'est écrasé au Venezuela, faisant 160 morts, dont 152 originaires de la Martinique. L'année dernière, l'enquête française a conclu à des erreurs humaines. Aujourd'hui, la douleur des familles des victimes reste toujours intacte. Le reportage de la TV Martinique. Émotion à Fort-de-France ce matin et un hommage encore nécessaire 11 ans après, alors que la douleur est toujours vive pour ces familles venues se recueillir devant cette stèle érigée à la mémoire des victimes. Tout n'a pas été dit, que cette enquête est bâclée, que les véritables responsables ne sont pas inquiétés. Je crois que chaque Martiniquais, chaque Foyalais se sent concerné aujourd'hui. La ville de Fort-de-France a été aux côtés des familles en 2005. Oui, le temps a passé, mais le temps ne doit pas laisser s'estomper la volonté d'aller plus loin, la volonté de savoir la vérité, la volonté de se battre. Entre colère et incompréhension, les proches des victimes se regroupent pour une marche silencieuse en direction de la cour d'appel, un geste symbolique pour contester le non-lieu rendu par la justice concernant l'enquête sur les circonstances de l'accident. C'est pour dire qu'on ne les oublie pas et aussi pour dire aux familles que nous sommes là, que nous ferons tout ce qu'il faut pour connaître la vérité et nous allons à la cour d'appel. On entend parler de crash en France, d'attentats. Eh bien, nous aussi, nous avons subi un attentat. Nos 152 Martiniquais qui sont morts, ils ont péri dans un attentat et on a presque l'impression que ça, c'est pas important. J'ai perdu une sœur, son mari, alors je me dois de connaître la vérité. C'est difficile et c'est injurieux pour nous de ne pas avoir de réponse, les réponses que nous attendons. Et parmi eux, j'avais des amis, donc je leur dois cet hommage et chaque année, je suis là. Les circonstances exactes du crash du vol 708 de la West Caribbean n'ont jamais pu être élucidées. L'enquête refermée, l'hypothèse selon laquelle l'avion était surchargé n'a jamais été confirmée. Nous avons tous encore en mémoire cette date-là,
Personnellement, cette nuit à 3 h du matin, je me suis réveillée. 3 h du matin, c'était l'heure du crash. Dans les cas de catastrophe aérienne, c'est toujours la même problématique. On s'arrange toujours pour tout mettre sur le dos des pilotes. Donc il faut que le président de la Chambre de l'instruction se rende compte de cela et demande qu'on fasse une enquête convenable. Une enquête comme on est en droit de l'attendre, quand justice signifie justice. Les familles, amis et les associations des victimes du crash demandent aujourd'hui la vérité pour pouvoir enfin vivre sereinement. C'est peut-être une étoile montante de la musique. Il s'appelle H.B. King, son nom d'artiste, son instrument de prédilection le saxo, son style jazz. Ce Guyanais va bientôt sortir un premier single, son portrait signé Elsa González. Derrière cette porte, Hervé Bisserette se laisse porter par le son de son ami de toujours, son saxophone. J'étais beaucoup dans le milieu musical à l'église et du coup je me suis laissé emporter. J'ai commencé par la batterie à l'âge de 7 ans et le saxophone à 12 ans, mais après j'ai appris la flûte traversière, le piano et j'ai expérimenté aussi la MAO. J'ai appris la musique à l'église premièrement, mais après au conservatoire de Guyane où on m'a vraiment enseigné le jazz, le solfège classique, et à jouer ensemble des combos. C'est un cousin à moi qui m'a dit pourquoi je ne ferais pas du saxophone. Et après j'ai cédé, je me suis inscrit au conservatoire. Mon père m'a payé mon premier saxophone et ça a commencé là. C'est depuis son plus jeune âge que le mélomane s'est plongé dans le monde de la musique. À l'église d'abord, puis au conservatoire. Aujourd'hui, il a sorti son premier single. Au début, j'ai fait l'instrumental, j'ai composé, j'ai fait la batterie, la basse, le piano. Et après, à la base, ça devait pas être un single. Et après, on travaillait avec un rappeur ghanéen qui est basé à Toulouse, Flashy. Et ça m'est venu l'idée de sortir un single. Et après, je lui ai fait poser des paroles dessus. Et il y a mon pote guitariste qui a posé aussi la guitare et qui a fait le mixage. Et après, par la suite, j'ai enregistré le saxophone et il s'est sorti. Mais sa passion, il la doit surtout à sa famille. Il y a mon grand frère qui faisait de la batterie, après qui a fait de la basse. Mon deuxième qui a fait de la batterie, après de la guitare, et s'est spécialisé dans tout ce qui est le son, l'enregistrement, le live. Et moi, je suis venu par la suite. Mais c'est moi qui ai vraiment resté dans le domaine musical. J'ai été pris en licence jazz à l'université Toulouse Jean Jaurès, où j'étudie là-bas, et là, je vais faire ma 3e année en licence. Et mon père m'a juste prévenu au début de ne pas lui faire gaspiller de l'argent pour rien. Et si je fais du saxophone, que je dois être sérieux et donner un bon rendu. L'artiste guyanais revient au pays pour se ressourcer, avant de reprendre le chemin vers la métropole, afin de finir ses études et pouvoir travailler pleinement sur son premier album. Principaux titres, l'échec des négociations dans le conflit des transporteurs. La réunion en préfecture n'a duré que 3 minutes. La demande de baisse du prix du contrôle technique n'a même pas été examinée lors de cette rencontre. Les syndicats des transporteurs se réuniront cet après-midi et demain pour donner la suite à leur mouvement. Mohamed Bachara, l'imam de la communauté Ahmadiyya de Guyane, s'est rendu ce week-end dans la capitale britannique, à Londres, donc pour un congrès annuel avec sa communauté au menu paix et dialogue interreligieux. Et puis, vous venez de le voir, H.B. King, cet artiste guyanais virtuose du saxophone qui vit à Toulouse et qui sort son premier single le 26 juillet prochain, en contre-signé Elsa González. Pardon, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, BFM TV, on se retrouve demain.